Pendant ma jeunesse, j'ai grandi avec une narration qui racontait l'arrivée de l'homme blanc en Afrique du Sud comme une chose bien, car il était venu apparemment civiliser des barbares. C'était une éducation qui était censée soutenir tout un système basé sur l'iniquité, la discrimination et la haine. And then in 1994, for the first time in my life, I voted in our first free and fair elections. Nelson Mandela's signing in was nothing short of a miracle. From now on, South Africa was to become the rainbow nation, the country of truth and reconciliation, a country where we would live together in peace. Cela m'a aidé à croire qu'une société juste et équilibrée, une société avec moins de préjugés était possible. On the 11th of September 2001, I was an English teacher in India, and I remember watching those horrific images of the World Trade Center attack and thinking this is another moment in history, a turning point for the worse. Et pendant les derniers mois, comme nous tous, j'ai appris avec stupéfaction toutes les tensions raciales et la brutalité raciste des policiers aux États-Unis, les attaques multiples terroristes. J'ai regardé avec impuissance le phénomène Trump, le phénomène Brexit, ces choses nourries de xénophobie contre l'unification, balayer le monde. Is the dream of 1994 broken? Are we simply to resign ourselves to a world of prejudice, to watch humanity become engulfed in a spiral of hatred? It was when this thought occurred to me that I decided to write this book, to research the question of prejudice, and to propose a pathway that education can offer us to get us out of this rut of fear and suspicion. Mesdames, Messieurs, merci tellement d'être venus. Je voudrais partager mes réflexions avec vous par rapport à la question des préjugés au XXIe siècle. Voici mes propositions. Il y en a 5. Et le 5e est divisé en 6. First point, prejudice is inevitable. I say this mainly in chapter 1, but throughout the book. It's linked to our cognitive architecture and certain defining features of working memory fallibility and the need to categorize information so that we can process it quickly. In their brains, human beings have an archaic compulsion to group people and essentialize those groups as either good or bad. This is the way that humankind operates and has always operated. We oversimplify other people so as to situate them quickly as friend or foe. Language itself contains this categorization in its very structure, systematically nominalizing our surroundings. Symbolic representations of different cultures fall into the same architecture. We draw oversimplified pictures of other people based on what we know or we think we know, we assume about their language, their history, their belief systems. But more than 60 years of research in social psychology has shown us that there's not only this phenomenon, but also the fact that humans tend to exaggerate the differences between groups, and they tend to exaggerate similarities within groups. You could say that we're homo prejudicus, inexorably tied to stereotypes. We'll never eradicate prejudice. We'll only reduce it. Second point, un peu plus long. Un but fondamental d'une bonne éducation, c'est réduire les préjugés. Il s'agit d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre. On commence en apprenant des grandes vérités, des catégories, des simplifications, présentées comme des faits du type « toutes les A sont les B ». Ce monde confortable de truisme est nécessaire pour que les jeunes esprits établissent des bases, trouvent des repères. Ce monde simpliste, il doit s'écrouler, il doit s'effondrer. C'est le désapprentissage. Cette chute des absolus,
cette déchéance de l'autorité qu'on n'osait pas questionner, procure un éveil de déconstruction. Elle produit une nouvelle perspective de tout, comme la nausée d'Antoine Roquentin dans le roman de Jean-Paul Sartre, ou la réalisation amère mais libératrice de Truman, le protagoniste du film The Truman Show par Peter Weir, que le monde dans lequel il vit n'est pas si simple, que les catégories qui peignent l'image du monde et que l'on tient dans sa tête sont construites de conventions, de rituels et quelque part de mensonges. Une fois ces catégories éclatées, devant cette scène lunaire, il est temps de réapprendre. C'est un réveil après un long sommeil paresseux dans lequel chaque personne avait sa place et le monde était construit de faits. Un rêve sans défi cognitif. Ce réveil est brutal, comme celui de Rip Van Winkle, qui trouve le monde changé à jamais. On se réveille au milieu des affres de monde déchu et nous devons rebâtir une réalité beaucoup plus nuancée, complexe, irrégulière, paradoxale, contradictoire, subjective, ficelée par les croyances de la politique. Ce nouveau monde, tel un miroir éclaté que l'on a rafistolé, est plus fragile que celui qui l'a précédé. Car sa façade n'arrive plus à cacher l'idéologie et la volonté de puissance qui rôdent derrière. Et c'est dans ce réapprentissage que nous découvrons, comme disait Voltaire, que le Saint-Empire romain n'était ni saint, ni romain, ni empire, qu'entre un et deux, il y a l'infini, que la carte du monde est inexacte, qu'on n'est pas vraiment sûr que Homère a écrit l'Odyssée ou que Platon a écrit tous les dialogues. Voici un exemple. Pour faire simple, nous pouvons dire que Christophe Colomb a découvert l'Amérique il y a exactement, jour pour jour, 524 ans. Jour pour jour. Tout est clair. Mais il faudra déconstruire l'idée de la découverte d'un pays. Accepter que le premier Européen à atteindre le sol d'Amérique n'était pas Colomb, mais probablement Éric le Rouge. Et aussi comprendre que Colomb insistait sur le fait qu'il avait découvert non l'Amérique, mais plutôt les Indes. C'était bien plus tard que le cartographe Amerigo Vespucci suggérait qu'il s'agissait d'une autre masse de terre, et seulement en 1507 que le cartographe Martin Waldseemüller a nommé ce continent l'Amérique. Une fois que nous avons donc détruit cette phrase « Christophe Colomb a découvert l'Amérique », nous pouvons le réériger en disant quelque chose comme « Le 12 octobre, il y a 524 ans, Christophe Colomb était, selon certaines sources, le second Européen à atteindre les côtes, car il n'a pas pénétré l'intérieur du pays, d'une masse de terre inconnue de la majorité des Européens, qu'il croyait être les Indes, mais que d'autres après lui ont nommé l'Amérique. » On pourrait aussi se demander pourquoi on note cette date dans les annales historiques. Qu'est-ce que cela signifie exactement et pour qui? Surtout pour les soi-disant Amérindiens, qui sont ainsi nommés à cause d'une faute cartographique et un éponyme inventé par un Allemand en pensant à un Italien, qui n'était même pas Christophe Colomb. Donc la personne bien éduquée ne fonctionne pas selon les platitudes, les apparences, les grandes lignes narrées par les autorités. La personne éduquée va au-delà des a priori. Elle est ouverte d'esprit et ne se satisfait pas de jugements faciles et sans raisonnement. La personne éduquée problématise les situations, elle cherche à comprendre, elle remet en question, elle doute. Et c'est en ceci qu'une bonne éducation, c'est une éducation qui réduit au sens premier du mot, comme l'entendait Francis Bacon déjà pendant la Renaissance, les préjugés. Les préjugés étant les résultats d'un manque de pensée critique, les préjugés étant un jugement précoce et mal fondé.
I did tell you that the second point was long. Third point, worldwide prejudice is on the rise. That's a difficult statement to make. I'd say that prejudice has always been part of human behavior and will always continue to be. However, in today's age of paradox and multiple parallel realities, whilst on the one hand, in many countries and organizations, thanks to legislation and policy, we can witness numerous efforts for less homophobia, less discrimination in the workplace, less racism. On the other hand, we see a spike of xenophobia in Europe, racist police brutality in the United States, Islamophobia in France, acute misogyny in those parts of the world under the yoke of the Islamic State, violent homophobia in many African countries. There are also unsettled scores whereby the plight of those who've been suffering discrimination historically continue to be relevant. These include albinos in Tanzania, South Asian laborers in Dubai, Aborigines in Australia, Roma in Europe, and throughout the world, women. Furthermore, we're traversing an historic period of successive economic crises, overpopulation, planetary threats of environmental disasters, and extreme geopolitical tension. The values of living together, diversity, and celebrating differences are threatened by fear of the other, protectionism, and pseudo-populism. I call it pseudo-populism because it often consists of extremist demagogues claiming to represent the majority despite not actually being followed by very large constituencies such as the youth. The phenomenon of terrorism is particularly disturbing because of the extreme emotional and often irrational reactions that it evokes and the wave of prejudice that has broken across so many countries because of it. Educational institutions have a role to play in de-escalating polarized and extreme positions by using language that is measured and constructive, so that students are taught to respond to extreme situations not with blanket terms, aggressive language, but with cautious reflection. The challenge in teaching for less prejudice in an era of terrorism is for students not to conflate separate acts with an entire ethnic or religious group. The desire to overgeneralize is strong when one feels threatened, and it takes a concerted effort to understand that each phenomenon, no matter how disturbing, has its own localized parameters and explanations. Le quatrième point, c'est un besoin d'empathie. La plupart des études en psychologie sociale, sur la perception intergroupe entre les groupes, se focalisent sur les a priori que les personnes tiennent par rapport aux autres. Elles démontrent comment un contact entre les groupes de personnes, en respectant les critères réunis par Gordon Allport, dont l'étude de 1954 reste une référence, peuvent réduire les préjugés. Il faut un contact régulier dans un environnement qui soutient ouvertement et explicitement le respect de chacun. Il faut que ce contact soit dirigé vers un objectif commun, un projet. Je pense que bien que cette approche a été étudiée et testée rigoureusement, avec des résultats assez convaincants, le climat mondial actuel requiert une approche qui va encore plus loin, en visant une haute sensibilisation des apprenants pour la vie des autres. Plutôt que reconnaître, tolérer, respecter et travailler ensemble, il faut chercher à comprendre l'autre, à connaître ce qu'il vit, à sentir ses douleurs et ses espoirs, à apprécier le langage universel de la sensibilité. Comment faire ceci? À travers les voyages, les échanges, l'apprentissage par le service, tout en poussant l'élève à être dans une réflexion où les barrières entre le soi et l'autre tombent, où il s'agit non de moi et de toi, mais de nous. Dans mon livre, il y a tout un chapitre sur ce sujet et je suggère trois niveaux d'empathie. Le troisième étant la transcendance de la division soutenue entre le soi et l'autre. Fifth and last point,
In order to reduce prejudice through education, a comprehensive, research-based model that can be self-assessed using criteria is needed. If one draws together the criteria for prejudice reduction that research in social psychology, cognitive psychology, and educational theory have tested, and if we add to this the literature on critical thinking, as well as real-life examples of institutional practice, we arrive at the following model. I've put forward in this book 4 attitudes that should be developed in individuals through 2 institutional conditions. So the 4 attitudes are understanding beyond the other. The history lessons that we teach must give our students a sophisticated, detailed understanding of the contemporary geopolitical world. There must be emphasis on those wars, instances of foreign policy, and neo-colonial dynamics that explain the situation we are in today. We need to study literature that breaks away from cliches of culture and identity. Students should be left with an understanding of culture that is nuanced and pluralistic. Critical thinking. That's a second individual attitude we need to develop. I've discussed how the human brain needs to categorize phenomena. Therefore, educational pathways should help us categorize human beings with well-established, justifiable criteria. We should also be ready to put categories in parentheses and allow others to escape from them, to open our minds to the potentiality of any individual to transcend the social categories that have been created and erected around him or her. Third condition, attitude rather, metacognitive thought. An education that pushes students to understand the extent to which their own thinking is partial and fallible, from a neurological and cognitive point of view, but also in terms of the oversimplification of the other through media, through language, symbols, cultural transmission, and historical narratives. One needs to fold back one's own thinking, stand outside of one's thinking, look at it from afar, and then reach back into our deepest convictions and question. And the last individual attitude is empathy, which I've already spoken about. These 4 attitudes should be developed through 2 institutional conditions. The first is the contact hypothesis. I've already explained what that is. A lot of research has gone into it, by Allport in the 50s, all the way through to 2008, meta-analyses done by Trop and Pettigrew. The contact hypothesis. And the other institutional condition, it's a series of pedagogical principles that are embedded in international education. And I'm very proud to say that I think that these are happening at the International School of Geneva, and I talk about that in the book. But I believe that these can be used in any educational system. They involve service learning, bilingualism, or plurilingualism, the study of world literature, the study of international humanities, inquiry-based learning, reflection, concepts-based learning, theory of knowledge. And I explain in my last chapter how all of those can reduce prejudice. Quand je me trouvais en 1994, à l'âge de 20 ans, dans une queue interminable pour voter, ce jour magnifique des premières élections libres en Afrique du Sud m'ont montré que c'était possible de trouver une voie ensemble, de laisser de côté la haine et la méfiance. But 22 years later, like so many other countries, South Africa is still seeking for a better day. Here in Europe, we're faced with the largest phenomenon of mass migration since the Second World War. It's something that's changing the face of society and challenges us to prepare the youth to open, and everyone living today to open our minds and our hearts to make this contact constructive and positive. It's through education that this psychological, cultural, and ethical preparation can be fostered. I'm offering a way with this book. It's a challenge, it's difficult, but it can be done. And I've set out frameworks, diagrams, and tools to help users. Je voudrais remercier Abdel Jalil Akari de m'avoir invité ici à l'Université de Genève pour ce colloque.
à vous tous d'être venus pour partager ce moment, à l'équipe de publication de Routledge à Oxford pour leur rigueur et leur soutien, à l'Université de Durham qui a guidé et soutenu ma recherche. Merci à mes collègues de l'École internationale de Genève qui m'ont montré beaucoup d'amitié et de soutien. And finally, I'd like to say thank you to a very special person, a person who pushed me to write this book and gave me an incredible amount of moral support and professional guidance. Unfortunately, he cannot be here today because he's in England, but his wife Lynn is here, which to me is very special. So I'd like to come and give her a hug and ask her to transmit that to Doug. I'd just like to say thank you to Professor Doug Newton. Merci.